Bon, le thème qu'on a choisi aujourd'hui, c'est quand on dirige une entreprise de soins, la matière première, c'est l'humain. Comment on protège, comment on engage, comment on transforme sans se trahir ni trahir ceux qui donnent tout. Fais pas cette tête-là, je l'ai pas encore fait. C'est mon truc, le buzzer, j'en rêve la nuit. Bon, toi, t'es passé donc par des rôles RH, t'es grimpé jusqu'à devenir DRH groupe monde de Corian / Clariane. Europe? Ouais. Je suis déçu. Non, je rigole. Moi, j'ai toujours été un passionné de l'entretien. Ouais. Je parle à Jérémy, je crois. Ouais, Okay. bien. Salut Rémi. Salut Jérémy. Bienvenue. Merci. C'est hyper sympa d'avoir pris ton temps pour venir. Je sais que les agendas sont chargés entre l'Allemagne, la France, le sud de la France. Donc merci d'avoir pris le temps de venir dans notre podcast. On est hyper heureux de t'accueillir. Je t'explique un petit peu. Je sais que t'as regardé certains de nos épisodes de la saison 1, la saison 2 un peu différente, parce qu'il y a toujours le buzzer que tu vois juste là. Fais pas cette tête-là. Je l'ai pas encore fait. T'as envie. J'en ai envie. C'est mon truc, le buzzer. J'en rêve la nuit. Non, du coup, la saison 2 un peu différente, parce que la saison 1, quand le DRH commençait à bullshiter, je le buzzais, puis on s'est rendu compte que ça les énervait. On n'arrivait surtout pas très bien à le faire parce que c'est hyper dur de buzzer quelqu'un au milieu de sa phrase et de dire attends. C'est drôle. Tu dis une connerie là. Ouais. Mais quand t'invites, tu vois, t'es poli, t'invites les gens, tu leur dis de venir, t'as pas envie de les buzzer. Donc on a fait différemment, maintenant on fait des mots interdits. Donc t'as 5 mots interdits que tu connais évidemment pas. Et quand tu vas les dire, ça déclenche un buzz et le buzz ça déclenche des échanges un peu différents. C'est bien, c'est stimulant, t'as envie de dire, trouver les mots en fait. Ah, tu veux les trouver les 5? Oui. Ouais, je pense que tu peux les trouver pour de vrai. Et toi t'as le droit de l'utiliser aussi. Ah donc oui, tu me buzzes quand tu veux. D'accord. Si à un moment donné tu t'ennuies, tu buzzes. Si la question tu la trouves un peu naze, tu buzzes. Et si t'as juste envie de buzzer pour me poser n'importe quelle question, j'y répondrai sans bullshit et sans aucun détour. Fais-moi confiance. Oui, j'ai pas trop de doute là-dessus. Donc voilà les règles de la nouvelle saison. T'es ok avec ça? Super clair. T'es joueur? Oui. Cette famille? Je crois, hein. Il paraît. Bon, alors, moi, je vais te présenter, Rémi, parce que t'as un parcours riche et qui aurait pu être RH, mais qui aurait pu ne pas l'être aussi. Si je dis pas de bêtises, ta voie, c'était peut-être l'enseignement. Donc, jusque 95, donc début trentaine, si je dis pas de bêtises. Un hasard t'a mené au cabinet de François Bayrou, qui était ministre de l'Éducation nationale. Et à la sortie, décision. Est-ce que je retourne à l'enseignement? Est-ce que je fais un virage vers la fonction publique? La haute administration, où t'aurais certainement fait des choses plus utiles que ça aujourd'hui. Bon, finalement, l'industrie t'appelle, Arcelor, et ça, on en parlera après, comment se fait le choix, ça m'intéresse. Arcelor, où t'es secrétaire du COMEX, c'est ça? Alors, pas tout de suite, mais oui, après quelques années, ouais. Tu grimpes jusqu'à être secrétaire du COMEX. Ensuite, s'ensuit une belle carrière chez des trous de mémoire, parfois. ArcelorMittal, puis après chez PSA. Chez PSA, c'est ça que je cherchais. Ouais. Qui s'appelait PSA, déjà, toi, quand ouais. PSA, Peugeot Citroën à l'époque. Ok, ça marche. Peugeot Citroën, et ça nous emmène jusqu'à Clariane, aujourd'hui. Nouveau nom. Nouveau nom depuis juillet 2023. Ok, nouveau nom qui est pour certains encore connu sous le nom de Corian. L'ancien Corian. De l'ancien Corian. En fait, Corian, c'est la marque des EHPAD. Ouais. Et puis il y a d'autres marques dans le groupe, comme Inicea Polyclinique. Ah, moi je pensais que tu vois c'était Corian. Non, c'est la maison mère, c'est la société de tête. C'est un peu comme Accor avec dessous les différents hôtels. Okay. Donc on a Corian qui est resté la marque des EHPAD. Ouais. On a Inicea qui est la marque des cliniques spécialisées. Okay. Et puis on a Petit-Fils que les gens connaissent bien, mais ils savent moins que c'est chez Clariane. Okay. Qui est le domicile, le soin et l'aide à domicile. Avec une marque en particulier? Petit-Fils. Ah, Petit-Fils, d'accord. Je pensais que c'était une manière de dire que c'était... Non, c'est Petit-Fils, c'est la marque de la société. Ouais. Ok, ça marche. Clariane, c'est au-dessus. Pour toi, t'es passé donc par des rôles RH, t'es grimpé jusqu'à devenir DRH groupe monde de Corian / Clariane. Europe? Ouais. Je suis déçu. Non, je rigole. Écoute, on peut, l'avenir est ouvert. Hein, l'avenir est ouvert. Donc DRH Europe de chez Corian. C'était pas encore Clariane ou tu as été... C'était pas encore Clariane, c'était Corian, le groupe Corian à l'époque. Et maintenant, t'es deputy CEO / CEO Allemagne. C'est ça. Donc vers le business. Vers le business, oui. Alors moi, j'ai jamais été tout à fait à l'aise avec ces notions de fonctionnel, opérationnel, hein, comme si les RH n'étaient pas opérationnels et comme si les opérationnels n'étaient pas fonctionnels. C'est historique, enfin je sais pas si c'est une vieille tradition de séparer les deux, mais en fait, quand t'es DRH d'une boîte aujourd'hui, t'es très opérationnel en fait. Ouais. Voilà. T'es très opérationnel et on te demande d'être très business. C'est marrant parce qu'aujourd'hui on demande à tous les DRH ou RH etc d'être business, mais pour certains j'ai l'impression que c'est contre-naturel. Alors on a l'impression que tout le monde l'est. Hein. Si tu vois un mec en entretien qui te dit je suis RH mais je suis pas business, mais quand tu creuses un petit peu la vraie notion de compréhension du business, de quel impact je vais avoir sur le business, bah on l'a pas forcément. Bah en fait, ça dépend des métiers aussi. Nous on a un métier très people. Hein. C'est un métier tout se fait par les équipes de soignants. Donc en fait, t'es forcément opérationnel si t'es DRH. Ou alors faut faire un autre métier. Et ensuite la différence peut-être quand on devient entre guillemets opérationnel, ou c'est est-ce que t'as un compte de résultat ou pas. C'est-à-dire, est-ce que tu portes le PNL
en intégralité ou pas. Ça, c'est une vraie différence parce que le RH, il porte une partie du PNL. Il porte le staff cost qui est chez nous énorme, hein, c'est 60% du chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est une grosse partie du business. 60%. Donc c'est une très grosse partie du compte de résultat. Mais quand tu es opérationnel, CEO ou DG d'une filiale, là, tu portes l'intégralité du compte de résultat. Ouais, ce que tu vois là aujourd'hui, toi. Voilà, y compris les autres coûts. Ouais. Alors c'est marrant. Alors, on digresse un peu et on reviendra sur notre truc. Mais toi qui es passé du côté business réel, est-ce que tu estimes du coup qu'en tant que DRH, tu avais vraiment un impact business ou là vraiment maintenant que tu es CEO, tu mesures oui, dans une boîte avec un poids aussi lourd du staff cost, t'es forcément opérationnel parce que chaque petit point de staff cost, à la hausse ou à la baisse, a un impact direct sur le résultat. Donc oui, c'est hyper opérationnel. Bon, le thème qu'on a choisi aujourd'hui, c'est quand on dirige une entreprise de soins, la matière première, c'est l'humain. Comment on protège, comment on engage, comment on transforme sans se trahir ni trahir ceux qui donnent tout. Très beau thème. C'est joli. Hein. Bravo. Merci Nina. Donc la première question qu'on s'est posée, c'est lié un peu au leadership, à la culture d'entreprise, etc. Tu vois, quand tu diriges un groupe dont le cœur est le soin, comment toi tu prends soin de tes équipes déjà, tu vois? J'ai envie de te dire de manière spontanée, d'abord faut prendre soin de soi-même parce que en tant que dirigeant, t'es l'objet de projection, de responsabilités importantes. Donc si tu prends pas soin de toi-même, t'as du mal à reporter sur tes équipes ta propre gestion de propre stress ou de ta propre charge de travail. Tu vois, on nous l'a jamais dit ça. Oui, mais je pense que c'est important parce que ça se décline assez bien en dessous en fait. C'est-à-dire que ton rôle modèle ou ta valeur d'exemplarité porte sur les équipes. Ouais, c'est hyper intéressant. Voilà. C'est un truc qu'on oublie souvent, l'exemplarité entre guillemets, tu vois, enfin ou ce que toi-même t'impulses en tant que personne et ce que t'incarnes. Il me semble que plus tu montes dans une entreprise, plus t'es l'objet de projection. C'est-à-dire que une projection, c'est quand tu projettes quelque chose sur quelqu'un d'autre, et donc t'attends de la personne qui normalement qui te dirige ou qui te manage une sorte de réciprocité ou d'exemplarité et de considération qui va dans les deux sens. Donc oui, c'est vrai que dans nos métiers, par prendre soin de toi-même. De toi-même et normalement ça rejaillit sur ton équipe. Comment tu prends soin de toi-même? Bon, il faut trouver. Alors ça, c'est très personnel comme question, parce que chacun a ses buffers en fait. Il y en a que c'est la cuisine, d'autres c'est le sport, d'autres c'est la famille, d'autres c'est les voyages. Alors moi, pour ce qui me concerne, ça a toujours été la famille. C'est un moment de relaxation, de complétude, comme on dit, fort pour moi en tout cas. Hein, je l'impose pas aux autres. Hein. Il se trouve que j'ai une grande famille, donc ça joue. Moi aussi. Oui, voilà. Donc ça joue beaucoup. Et puis il y a comment prendre soin de soi-même, c'est bien se connaître. Et plus on vieillit, mieux on se connaît. Et donc c'est bien connaître ses limites. Jusqu'où ne pas aller trop loin, hein, parce qu'on a toujours tendance à vouloir aller un peu plus loin. C'est aussi on veut toujours plus, c'est la nature humaine aussi. Oui, et puis on a envie de se dépasser, on est stimulé par son entreprise, son environnement, éventuellement son entourage. Bon, donc c'est un peu l'histoire humaine. Hein, Toi, t'as évolué dans la manière de prendre soin de toi, tu vois, ou t'as toujours été clair sur le fait que tes moments de ressources se trouvent à tel endroit, ou ça évolue, tu vois, avec les années. Ouais. Non, ça évolue pas. Ça évolue pas. Non, je pense qu'il y a des fondamentaux dans la personne humaine, des invariants qui viennent de loin, qui viennent de ta famille, tes parents, de ton entourage amical, de ta propre famille, de tes amis. Et en fait, au contraire, ça se renforce avec le temps. C'est-à-dire que tu apprends à mieux connaître quels sont tes buffers et comment tu te désexposes à la charge de travail. Voilà. Et ça, mieux que tu le connais, plus c'est facile ensuite à gérer au niveau workload, enfin charge de travail, pardon. Ouais. Non, alors, tu sais, quand on a des haters, on appelle ça dans le milieu, je le dis exprès en anglais, qui commentent quand on parle trop anglais, français, etc. Et pourquoi vous parlez pas français? On a une si belle langue, etc. L'un n'empêche pas l'autre. Donc toi, ça passe par prendre soin de tes équipes. Pour toi, ça, déjà prendre soin de soi-même, parce qu'en reflet, parce qu'en incarnation, etc. Et ensuite, parce que j'imagine qu'il n'y a pas que prendre soin de soi-même qui est nécessaire pour prendre soin de ses équipes. Non, bien sûr. Et surtout dans le soin, on est exposé à la maladie, à la fragilité humaine, aux centaines de situations différentes qu'on gère dans nos cliniques, dans nos EHPAD ou à domicile. Oui, parce que je rebondis là-dessus, c'est ce que tu me disais avant, on s'est un petit peu parlé avant. Pour moi, Clariane, c'est EHPAD et c'est personnes âgées. Et en fait, c'est pas que ça. Non, alors on a une mission, on a redéfini notre mission et je vais la dire parce que cette phrase, je la trouve géniale. C'est pas moi qui l'ai écrite. Hein, donc, je me suis dit, j'ai trouvé une phrase, elle est géniale. Écoutez-moi tous. Je te mets à l'aise parce qu'on a fait une grande consultation interne. On a écouté des centaines et des centaines de gens et on a écrit une phrase qui dit ce qu'on est et j'aime bien, je vais la dire. C'est chaque mot compte. Hein, c'est prendre soin de l'humanité de chacun dans les moments de fragilité. Okay. Donc, comme je parle vite, je vais la répéter lentement. Prendre soin de l'humanité de chacun dans les moments de fragilité. Et si tu veux, tout le monde dans sa vie connaît un ou des moments de fragilité, de la jeune fille anorexique de 9 ans qu'on traite dans nos cliniques à la vieille dame de 102 ans qui est l'objet de multiples pathologies. Voilà. Et donc c'est un peu ça notre mission, c'est s'inscrire dans dans la vie en fait. Voilà. Et rappeler que la vie elle est toujours là, même si encore une fois t'as 102 ans, t'es Alzheimer, t'as perdu la mémoire, il reste des étincelles, des pépites de vie qu'on va aller chercher. Voilà. Okay. Et effectivement dans nos cliniques on a des gens de tous âges, on a des accidentés de la route, on a des polytraumatisés, on a des handicapés lourds, on a des gens qui ont subi des opérations multiples, c'est tout ça. Ok, ouais,
ça, moi, j'ignorais. Je pensais que c'était très porté sur... Une anecdote. Une fois, j'ai visité une clinique de santé mentale, comme on dit aujourd'hui, en Espagne, et j'arrive dans la clinique, à Barcelone, et je vois plein de jeunes filles assises par terre en train de lire des livres. Alors, je dis à la directrice de la clinique, dis donc, c'est sympa, vous avez invité un collège aujourd'hui. Elle dit, non, c'est pas le collège, c'est mes patientes. Voilà, c'était des jeunes filles anorexiques de 9 à 13 ans, qui étaient en traitement là-bas. Ok. Voilà. Ok, donc tu prends soin de toi, tu prends soin de tes équipes. Ça passe par quoi? Enfin, tu m'as dit l'incarnation, mais du coup, si on redescend un petit peu, ça passe par quoi d'autre? Je pense qu'il faut, par réciprocité, il faut que les gens apprennent à pas aller trop loin. Le soignant, par définition, il soigne. Alors, ce mot est parfois un peu faire polémique, mais c'est une vocation, le soin, quand même. C'est les gens qui choisissent quand même ces métiers-là parce qu'ils sont intéressés par les autres, ils sont intéressés par la maladie ou par aider les autres, par soigner les autres. Je connais peu de soignants, quand même, si tu regardes bien dans ton entourage, qui vont à reculons en disant j'aime pas soigner. Oui, bien sûr. Bon. Donc, par définition, quand tu soignes les autres, tu vas d'abord soigner les autres et après te soigner toi-même. C'est comme ça. Ouais. Bon. Donc, tout le travail RH qu'on a fait depuis plusieurs années avec les équipes RH, c'est d'apprendre, d'aider les soignants à se soigner eux-mêmes d'abord. En disant attention, voilà, est-ce qu'on va pas trop dans l'extra mile? Est-ce que je prends soin il y a une formule qu'on aime bien chez nous qui s'appelle prendre soin de celles et ceux qui prennent soin. Bon, c'est une réaction en chaîne, en fait. Ouais. Et ça, c'est pas si facile, hein. Ça peut avoir une portée néfaste parce que si t'as des soignants qui prennent pas soin d'eux-mêmes, et c'est la même chose que ce que t'as expliqué, c'est quand tu prends pas soin de toi, comment prendre soin des autres. Ça, c'est quelque chose que vous avez vu, que vous voyez. Oui, bien sûr. On a des risques psychosociaux. Quand t'es confronté tous les jours, on est un business 24/24, 365 sur 365. Donc, on gère toute l'année, tous les jours, toutes les nuits, des gens qui sont en souffrance, malades, en fin de vie, accidentés. Bon. Si tu poses pas tes limites par rapport à l'acte de soin, tu te mets en danger. Ouais. Parce que tout le monde n'est pas capable d'encaisser, d'endosser autant de charges mentales, quoi, et psychologiques. Donc, un axe très fort de prendre soin de celles qui prennent soin. Je dis celles parce que c'est 82% de femmes, hein. C'est 82% de femmes. C'est d'abord veiller à ça. Créer l'environnement de travail où les gens peuvent prendre de la distance, peuvent faire des pauses, peuvent réfléchir à leur métier de soignant. Voilà. Ouais. C'est très important. Et avoir donc des cycles de travail qui sont aménagés de telle sorte qu'ils ne font pas dans l'extra mile. Ouais, ok. Oui, ce qu'on demande à tout le monde aujourd'hui. Le fameux extra mile, d'aller pousser le truc, le curseur un peu plus loin, etc. Exacerbé par ce profil de soignant où tu vas vouloir toujours être à côté. Tu vois, une des grandes frustrations des soignantes, ça peut être d'avoir le sentiment de ne pas avoir le temps nécessaire par résident ou par patient pour s'occuper comme elle le voudrait d'un patient ou d'un résident dans un environnement de soins qui est variable parce que chaque jour t'as pas la même dose de soins et d'attention tous les jours. C'est très variable selon les humeurs, selon la maladie. Ouais, bien sûr. C'est tout ce travail-là. Et ça, c'est un travail d'attention très fin. Comment on concilie l'attention à l'autre, le soin, enfin ce métier qui est care entre guillemets, tu vois, et qui est fait pour les autres, et la volonté capitalistique d'une entreprise, parce que j'imagine que c'est peut-être, j'en sais rien, de vue de l'extérieur, mais le plus gros défi auquel Je crois pas, parce qu'en fait, le capitalisme, c'est quoi? C'est de l'apport de capital, comme dirait l'autre, hein. C'est-à-dire, c'est de l'injection d'argent à un moment donné dans un système. Voilà. Alors que l'argent, il vient du public ou du privé, ça, c'est un débat. Mais c'est pas le mien. Moi, je suis dans une entreprise privée, je suis financé par des capitaux privés, et heureusement, parce que ce secteur en a besoin. Donc, ça change rien à la mission de soins. C'est plus l'idée de comment je gagne de l'argent versus comment je soigne bien les gens. Est-ce que si je décide d'augmenter tous les salaires de mes soignants, tu vois, c'est ça que je veux dire. Parce que tout le monde dit aujourd'hui, les soignants, tout le monde dit, alors c'est une grande phrase de PMU, hein, mais non, tu vois, mais les soignants sont pas assez payés versus, c'est toujours difficile de comparer des métiers, tu vois, mais pour ce qu'ils apportent, en tout cas à la société, pour ce qu'ils apportent à chacun d'entre nous dans des moments compliqués, on pourrait attendre que des soignants soient mieux payés, mais de l'autre côté, on est dans une entreprise, donc il y a aussi des règles d'entreprise. Et c'est pas incompatible d'être dans une entreprise privée à but lucratif et bien payer les gens. Non, c'est ça ma question, tu vois. Non, alors là-dessus, d'abord le Ségur de la santé en France a fait un bien fou au secteur. Faut le dire, hein, c'est comme ça. Le Covid 2020-2021 a mis en lumière la question du salaire des soignants et honnêtement, les gouvernements ont fait ce qu'il faut. Puisque nous, une chose que les gens savent pas bien, c'est qu'on vit des dotations publiques, puisqu'on participe à une mission de service public, on participe à une mission de santé publique. Comme les cliniques privées d'ailleurs, au passage. Bon, donc cet argent, il vient pour partie de l'État. Donc les États ont compris avec le Covid et cette grande crise sanitaire qu'il fallait réévaluer le salaire des soignants. Qui a été réévalué. Alors moi j'ai pas de chiffres. Par exemple en Allemagne où je passe du temps comme tu sais, ça a été augmenté quand même de 25% à l'automne 2022. C'est pas rien 25%. Et aujourd'hui, je vais pas faire rêver, mais on a des salaires de soignants en Allemagne qui sont très très élevés. Donc allons travailler en Allemagne quand on est soignant. Écoute, oui, mais je peux le dire, une infirmière diplômée d'État en Allemagne dans la partie ouest de l'Allemagne, parce qu'il y a toujours une différence entre l'est et l'ouest, va être payée pas loin de 4 000 euros
brut par mois. Une aide-soignante en France qui rentre chez nous, dans un EHPAD, elle rentre à 2000, un peu moins de 2200 euros brut, hein, hors suggestion, etc. Ouais. Donc, voilà. Donc, les États ont réalisé, après le Covid, qu'il fallait remettre à niveau un socle de rémunération. Ouais. Nous, on ajoute des choses par-dessus, hein. Mais voilà. Donc, je pense, sans être provocateur, mais un peu quand même, allez, il faut sortir d'une image un peu misérabiliste du secteur, comme quoi, les soignants, un peu l'image des filles de salle, des dispensaires du 19e siècle. On est très très loin de ça. On est dans des environnements de travail modernes, on a des cadres de travail qu'on aménage tout le temps. Et donc, pour revenir à ta question... C'est vrai qu'il y a une différence entre la réalité et le fantasme, entre guillemets, ou l'imaginaire que chacun peut avoir. Oui, parce que tu sais pourquoi? Parce que je pense que la santé publique, c'est un bien extrêmement précieux. Quand on demande aux Français quelles sont vos angoisses ou vos attentes les plus fortes vis-à-vis de tout, la société, la santé arrive toujours en premier, avant l'environnement et le changement climatique. Ouais. Et ça dit quelque chose. Donc, c'est tellement fort et c'est tellement important pour les gens, leur santé, et c'est normal. La santé, c'est quand même ce qui permet de bien vivre, hein, je sais pas si c'est des fantasmes, mais il y a une angoisse de pas être bien soigné s'il t'arrive quelque chose. Et ça, c'est hyper légitime. Donc ça, faut l'entendre, c'est tout. Ouais. Et une fois qu'on a compris ça, pour moi, il n'y a pas d'opposition ou de rivalité entre le capital d'un côté et la santé de l'autre. Encore une fois, les cliniques privées, ça marche très bien. Le dentaire, personne ne remet en cause les dentistes, hein, à part peut-être le mal aux dents. Voilà. Oui, il y a d'autres secteurs publics qui sont passés au privé il y a longtemps, l'eau, le transport, qui ont prouvé qu'on pouvait injecter de l'argent privé et bien faire son travail, bien faire son métier. Ouais. Voilà. Ok. Toi, t'as déjà pris des décisions business qui t'ont coûté? Tu vois, personnellement? Ouais. Oui, bien sûr. En tant que DRH, parfois, t'es amené, je dis pas obligé, amené à prendre des décisions qui sont, alors tu parlais tout à l'heure business, qui sont vitales pour l'entreprise. Exemple, quand j'étais chez PSA Peugeot Citroën en 2012, c'était la grande crise automobile, il fallait qu'on fasse partir des fonctions support qui étaient en excès par rapport à ce que l'entreprise était capable de payer. Ouais. À un moment où c'était vraiment très 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 fragile sur le plan de la rentabilité de l'entreprise. Bon, bah ça s'appelle un plan social en français. Quand t'es amené à faire ça, tu fais pas de gaieté de cœur parce que tu sais que derrière il y a des femmes, des hommes, t'as des familles, il y a des emplois. Donc j'ai envie de dire que ça se retourne en disant comment je vais bien faire les choses pour que les gens qui sont impactés par ce plan de départ puissent retrouver un emploi et partent bien. Voilà. Moi j'ai toujours dit il faut bien partir de l'entreprise, quel que soit le niveau de l'entreprise. Ouais, je comprends. Il y a pas eu de mots encore? Bah c'est pas grave. On va appuyer quand même. Tu veux pas dire les mots? Je veux pas dire les mots. Tu les as lus, en fait. Non, j'ai pas lu. William m'a tout donné. T'as tout donné, je le savais. J'ai vu les échanges de mails. On va faire un format pour ou contre. Ah. Plus sportif. T'es pour ou contre la semaine de 4 jours? Non, je suis pas pour parce que ça marche pas chez nous. Bah non, marche pas chez vous, c'est sûr. Voilà. En revanche, aménager les cycles de travail de sorte que les femmes qui travaillent chez nous, grande majorité des femmes, aient des cycles plus adaptés à leur vie réelle, ça oui. Et toi, t'es pour ou pour toi, la semaine de 4 jours? Non. Non plus? Entreprise sans hiérarchie, organisation libérée. Je sais pas ce que c'est. Bah, pas de hiérarchie, tu vois. Je sais pas ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est? Non. Donc contre. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin de hiérarchie, quand même. Ouais. Ils ont besoin de cadre. Ouais. Comme des enfants. Comme des adultes. Des enfants adultes. Non, parce que l'enfant, il a besoin de règles parfois un peu coercitives et il est dans une phase d'éducation, d'apprentissage. L'adulte, il a pas besoin de ça, normalement. Donc, il a besoin de cadre. Il a besoin d'un cadre, parce que le cadre protège, en fait. Ouais. C'est ça, la vérité. Ouais. C'est la règle, ou le droit, en fait, protège. Et là, c'est évidemment un ancien DRH qui parle. Il est pétri par le droit du travail. Ouais. N'empêche qu'heureusement qu'on a un code du travail, sinon, ce serait n'importe quoi. Ouais, je comprends. T'es pour ou contre droit à les déconnexions qui empêchent d'envoyer des mails après 18h? Alors, oui, bien sûr que je suis pour, mais il y a un petit côté hypocrite, parce que tout le monde vit hyper connecté tout le temps. Alors, je dis pas que c'est bien ou mal, je dis juste que c'est un fait. Ouais. Et donc, une fois qu'on sort du travail, on continue sur son smartphone pour à d'autres fins. Donc, pour moi, ça veut plus rien dire. C'est peut-être vrai il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça l'est moins parce que le digital est tellement partout tout le temps. En revanche, savoir se détacher de son digital, oui. Ouais. Toi, tu le fais? Oui. Ouais. Par exemple, j'ai imposé une règle d'airain à la maison qui fait de moi le pire des tyrans. C'est que j'ai interdit les téléphones portables à table. Quand je suis en famille. Nous, c'était pareil. Petite, on était nombreux, on est frères et sœurs à table. On avait un panier. Et maman a mis un panier et chacun déposait son portable. Ma boss, Sophie Boissard, directrice générale de Clariane, impose que pour les comex, on mette tous nos portables dans un panier. Ah oui? Oui. Bah, c'est pendant 2 jours. En fait. Non, et ben écoute, ça fait un bien fou, en fait. Ouais. Parce que tu regardes pas. Non. Et t'es concentré. Et moi, j'ai pris le réflexe. Avant, je
j'avais toujours mon téléphone en réunion et je pense que c'était imbuvable pour les gens qui étaient avec moi. Parce que je faisais des trucs inintéressants en plus et ça me permettait de me concentrer selon moi. Complètement faux en fait, j'étais complètement en train de faire autre chose. En revanche, l'apprentissage de la déconnexion, ça j'y crois. C'est-à-dire savoir se dépolluer, entre guillemets, se détoxer, comme dirait l'autre, des écrans et du non-stop. Oui, ça c'est important d'y travailler. Est-ce que t'es pour ou contre travailler moins mais mieux? C'est-à-dire plafonner la semaine à 32 heures sans perte de salaire? 32 heures, non, parce que je trouve que c'est pas très réaliste. Mais là, je parle un peu dans la peau d'un dirigeant qui travaille beaucoup. Ouais. Moi, ça me parle pas. En fait, c'est un peu tout blanc ou tout noir comme question, parce que ça dépend de ton métier, ça dépend de ta catégorie de métier. C'est ça. Puis en moyenne, les gens chez nous, ils font un petit peu moins en cycle. Tout dépend si on travaille en cycle ou pas, en poste ou pas, si on est cadre ou pas. Oui, c'est hyper variable. Voilà. Est-ce que t'es pour ou contre les tests de personnalité comme critère de recrutement? Ouais, je trouve que c'est important. Ouais, comme critère, hein. Pas comme support ou comme aide. Disons, ça oriente une décision. Ensuite, l'entretien fait tout. Moi, j'ai toujours été un passionné de l'entretien. Ouais. Je parle à Jérémy, je crois. Ouais, bien. Voilà. Et j'ai toujours dit à mes équipes RH, un entretien, ça se prépare et ça se tient de manière professionnelle et ça dure 1 heure, pas 20 minutes, ça dure 1 heure. Il y a des méthodes pour ça, il y a des critères et l'entretien permet de vérifier les critères préparatoires. Ouais. Donc c'est un art, l'entretien. C'est oublié parce que en fait, c'est souvent une discussion facile à ouvrir pour un manager qui a pas été formé et qui va se référer à 2-3 trucs qu'il a lus et qui pense faire un entretien. Mais, c'est un métier. Ouais, c'est un métier. C'est un vrai métier. Ouais. Nous, c'est pour ça qu'on nous paye normalement. C'est ça. Voilà. Les quotas obligatoires pour la diversité en entreprise, pour ou contre? Pour. Ouais, ça marche. Congé menstruel payé pour les femmes, pour ou contre? Oui, plutôt pour. Congé paternité aussi long que le congé maternité, pour ou contre? Super pour. Super pour. Je reviens parce que je l'explique à chaque fois. Moi, j'étais au début contre. Est-ce que je disais, non, c'est pas le même poids, il y a pas la même histoire physique, enfin, il y a plein de trucs qui vont pas. Et en fait, on m'a expliqué très justement qu'en fait, le fait qu'il y ait un mois de congé paternité, c'est aussi un mois d'aide en plus pour le congé maternité, moins de charges sociales pour la maman. Enfin, je pense on a la chance d'être dans une grande Europe avec plein de cultures différentes et je pense qu'il faut qu'on s'inspire des pays du Nord. Moi, il se trouve que je connais bien les pays scandinaves puisque j'y suis né. Ouais. Toi, t'es né où? En Suède. En Suède. Parce que si je dis pas de bêtises, ton papa, c'était le référent français des cultures scandinaves. Tout à fait. Des Vikings. C'est ça. Il parlait... Les sagas, les Vikings, la poésie islandaise, que personne ne connaît. Ouais, c'est ça. Donc, Régis Boyer, dont on peut retrouver des livres. Il a beaucoup écrit, ouais. Ouais, il a beaucoup écrit. Et traduit surtout. Il a beaucoup traduit. Ouais, ok. Mais bon, nous, on a été éduqués dans cette culture-là, et à l'époque, moi, je suis né en 66, donc je suis pas un jeune homme, mais dans les années 70, le congé paternité, ça existait déjà, en Suède. Voilà. Donc, bah oui. C'était pas 3 jours, parce que nous, c'était 3 jours, il y a encore pas si longtemps que ça, quoi. Oui. T'imagines, 3 jours. Eh oui. Donc, tu vois, t'as 20 à 30 ans de différence dans la même Europe entre des cultures, alors ça a tendance à s'harmoniser de plus en plus, mais on a plein de choses à apprendre des pays autour de nous, plein. Toi, t'as connu les 3 jours de congé paternité? Je sais plus. C'est plus? Bon, je pense que oui, je pense que c'est 3 jours. Non, ça va pas marquer. Non. Bon, dernier pour ou contre, t'es pour ou contre des salaires transparents dans toute l'entreprise? Oui, bien sûr, ouais. Je pense que c'est une culture qui est pas très européenne, qui est plus anglo-saxonne ou américaine. Ouais. Plus on va être transparent, plus on va faire tomber les pressions, les tensions autour des salaires, notamment les fameux qu'on appelle les pay ratios, donc les ratios d'équité, voilà, qui viennent tout droit des États-Unis, où on compare le salaire plus gros avec le salaire plus petit. Alors, il y a 2 façons de présenter les choses. Soit tu présentes de manière hyper caricaturale en disant le boss il gagne 100 fois ce que l'ouvrier paye, gagne, pardon. Ou bien tu présentes de manière un petit peu plus équilibrée, en faisant de la pédagogie à tous les étages, et en expliquant pourquoi telle personne est payée autant, ou à telle somme. D'où le ratio d'ailleurs d'équité. C'est-à-dire qu'on est payé au juste prix de son métier dans un marché de données. Ouais. C'est ça l'équité. C'est difficile. C'est difficile, mais plus on expliquera les critères de rémunération, comment les salaires se forment, plus ça va détendre, si je puis dire, les gens, parce que je crois que personne ne vise, à part dans des économies parallèles, que tout le monde soit payé le même salaire. Ouais. Alors, si c'est mal fait ou pas, ça peut rendre les gens malheureux, tu vois, de savoir combien son boss gagne, de savoir combien... Je crois pas. Tu crois pas? Non, je crois pas. Il y a le même débat, toi qui es un spécialiste de tout ça, sur les talents. Est-ce qu'on dit à un talent qu'il est talent? Moi, j'ai été élevé dans une école RH, on disait, surtout, vous dites pas à un haut potentiel qu'il est haut potentiel. Ouais. Sauf que le haut potentiel, il le voit qu'il est haut potentiel. Ouais. Parce qu'on lui envoie plein de signaux. Donc pourquoi pas lui dire? Oui, bien sûr. Donc vaut mieux qu'on lui dise sans que les gens prennent la grosse tête, avec une approche mesurée, parce qu'il y a aussi des gens qui prennent la grosse tête et qui sont au potentiel un jour et qui les sont plus le lendemain. Ça existe. Parce que par principe, si tu pousses quelqu'un dans ses limites hautes, il y a un moment où peut-être qu'il va pas y arriver ou qu'il a pas envie. Et tu vas le voir, tu dis fais quoi? T'es plus au potentiel. Désolé Bernard, t'es plus au potentiel. Alors t'es plus au potentiel dans le poste ou dans la responsabilité qui est la tienne aujourd'hui. C'est-à-dire que je me souviens, il y avait un vieux RH, pardon, il prenait sa retraite, il m'avait dit vous verrez,
parlait, j'étais le jeune RH à l'époque chez Usinor avant d'être Arcelor. Ouais. Il m'avait dit, il y a 2 catégories de cadres, il y a ceux qui s'arrêtent à 40 ans, puis il y a ceux qui commencent à 40 ans. Ouais, je vois très bien. Voilà. Le Y, là, le fameux Y, bon, c'était un peu black and white son affaire, mais un peu quand même. Il y a des gens qui sont contents de leur situation et c'est pas bien ou mal, c'est juste leur vie. Ouais. Puis il y a ceux qui ont envie toujours de pousser un peu l'extra mile. Voilà. Et donc dire à un haut potentiel, tu l'es, on compte sur toi, tu fais partie de l'entreprise, tu vas la développer, voilà ton prochain poste, et ben c'est très bien pour lui, je trouve. Ouais. Et puis lui dire, bah là ça a pas marché, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire différemment, c'est bien aussi. Et tu penses qu'on évolue mieux quand on est RH, quand on est bon ou quand on est politique? Quand on est bon, évidemment. Tu penses? Ouais. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de mauvais DRH avec des beaux postes. Je me prononcerai pas. J'ai pas de nom à donner, c'est toi qui sais. Moi, je suis pas un recruteur de DRH. Enfin, un peu quand même. J'ai côté beaucoup de DRH dans ma vie. Non, mais il y a eu longtemps cette image, tu as raison, de DRH politique. Ouais. Parce qu'ils portent, en fait, des sujets politiques. Ouais. Ah, j'ai pas une critique. On peut être politique et bon, hein. Non, mais souvent, j'ai entendu ça quand j'étais les fameux opérationnels qui disaient, ah ben, vous, les RH, chez PSA, ils nous appelaient les sociaux. Ah ouais? Ouais. Je dis, vous, les sociaux, vous êtes politiques. Puis, ok, ça veut dire quoi? Ouais. Si ça veut dire avoir une conscience politique et être conscient que l'entreprise est politique, oui, je suis politique. Voilà. Ouais, je comprends. Mais en même temps, je leur disais aussi, toi, t'es opérationnel, t'es directeur d'usine ou t'es directeur d'EHPAD. Est-ce que t'es pas un peu politique toi aussi dans ton rôle de directeur d'usine ou d'EHPAD dans la ville donnée? T'as un rôle à jouer, t'as un rôle politique en fait, un rôle social. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui à un jeune qui te dit j'ai pas envie de bosser dans une maison de retraite, enfin c'est beaucoup d'investissement. Viens nous voir. Alors mais une fois qu'ils sont venus. Non, mais comment on convainc? On fait venir beaucoup de collégiens via des programmes on les confond même parfois avec des Alors oui, ça pourrait. Et bon, déjà nous on a un enjeu, c'est d'essayer de masculiniser un peu nos équipes, d'ouvrir cette Alors mais ça c'est une bonne question. Pourquoi? Alors c'est des questions du coup qui sont plus sociétales, mais pourquoi ce sont des femmes et pas des hommes? J'ai le même problème que Jean-Claude Legrand, mais lui il voudrait plus d'hommes. Et pourquoi ce sont des femmes? Alors on est en train de faire une thèse d'histoire à une jeune thésarde de la Sorbonne qui fait l'histoire des aides-soignantes de 1945 à nos jours. Ah, c'est hyper intéressant ça. C'est super intéressant. Alors, je peux pas déflorer ses travaux qui sont pas finis. Elle soutiendra sa thèse normalement début 2026. Mais ce qu'elle est en train de prouver en fait, c'est qu'il y a de l'histoire. Il y a une sorte d'association de la femme à la soignante, la femme qui aide, la femme qui recueille, la femme qui accompagne la fin de vie, la femme qui est là, aussi bien à la naissance qu'à la fin de vie. Bon, il y a tout ça. Et puis il y a aussi des projections sociales, des constructions sociales qui font que les femmes ont dans l'histoire. Je dis pas que ça a demeuré comme ça, mais ont toujours été dans des rôles d'aides-soignantes, d'infirmières. D'ailleurs, on dit souvent les infirmières, on dit pas les infirmiers, tu vois. On dit l'ordre des infirmiers, mais on parle des infirmières. Voilà. Je pas trop entrer dans le débat de savoir si c'est plus féminin ou masculin, parce que j'ai des excellents soignants. Et voilà. Non, mais c'est plus représenté par des femmes. C'est ça. Et donc cette thésarde c'est très intéressante parce qu'elle montre comment ce sont les femmes qui ont porté le soin à travers l'histoire. Oui. Ok. Alors, qu'est-ce que tu lui dis à ce jeune homme ou à cette jeune femme qui vient chez toi et pour lui dire, bah si? Alors, je lui dis que c'est des métiers, alors, c'est grand truc à la mode, mais chez nous, c'est vrai. C'est vrai. C'est des métiers de sens parce que, franchement, j'ai jamais aucun soignant de chez Clarion qui voulait voir en disant, je cherche du sens, quoi. Le sens, il est là tous les jours quand tu vas bosser. Et ça, c'est parce que c'est ancré peut-être déjà naturellement chez quelqu'un ou on peut transformer quelqu'un? On peut transformer quelqu'un. J'ai beaucoup de gens qui, après 10, 15 ans d'expérience, viennent nous voir en disant, moi, j'ai envie de rentrer chez vous parce que vous incarnez du sens, oui, incarné, au sens où on gère des patients, des résidents, des gens qui sont fragiles, on a envie de les aider, voilà. Donc c'est des métiers qui attirent, hein. Ouais, bien sûr. Là, on vient de faire une étude par Ipsos qui montre que quand on classe les métiers, on demande à un jeune de 18 à 25 ans vers quel secteur tu aurais envie d'aller. Premier secteur, le luxe, sans surprise. Ouais. Encore un bon point pour Jean-Claude Legrand. Donc voilà, les marques, le luxe. Deuxième secteur, l'éducation. Okay. Et le troisième secteur, nous. Okay. Voilà. Ah ouais. Nous, dont le handicap. Hein. C'est quand même intéressant parce que c'est une étude qui est faite sur plusieurs pays européens, donc c'est transversal au pays. Ouais, moi j'aurais pensé qu'il y aurait eu plus de tech, non? Eh bien, c'est dit quelque chose, je pense, de la génération qui est loin derrière moi maintenant. Ouais. Les jeunes gens, ils sont vraiment tournés vers des métiers utiles à autrui. Tout en étant très digital, ça c'est intéressant. Et après, est-ce qu'il y a une différence entre la volonté et l'action? Parce qu'il y a aussi le quotidien, il y a les salaires, il y a d'autres choses qui arrivent derrière et qui font qu'on peut s'en éloigner aussi. C'est vrai, tu as raison. Mais bon, globalement, c'est des métiers locaux, hein, nos métiers. T'es quand même pas loin de la maison. Il y a toujours une clinique ou un EHPAD pas loin de chez toi. Le domicile, ça va être le sujet majeur des 10 ans qui viennent parce que c'est là que va se trouver le développement de marché le plus fort. Ouais. Hein, les gens qui sont en EHPAD, les gens, ils oublient toujours. C'est une toute petite partie des Français. Hein. C'est quoi? On a un mot pourcentage? Oui, en EHPAD, tu dois avoir un peu moins de 800 000 personnes. D'accord. Donc sur les 67 millions de Français, c'est pas beaucoup. Ouais. En revanche, t'as 20 millions de Français qui ont plus de 65 ans et 15 qui ont plus de 75 ans. Et c'est là que ça va se passer. Ça va passer au domicile. Donc le futur, c'est le domicile. Okay. Et là encore, c'est des métiers très accessibles à des gens qui c'est pas loin de chez toi. C'est des métiers. Il faut une formation de base solide
mais c'est pas bac plus 6 non plus. Donc c'est des métiers locaux, accessibles, avec du sens. Parce qu'il y a des files d'attente maboule quand t'es pas à Paris et que tu vas aller dans un EHPAD. Tu vois, moi j'ai un exemple de famille du côté de ma femme et il y a pas de place quoi. Oui, c'est ce qu'on appelle les fameux déserts médicaux. Alors là, la France est un peu différente des autres pays d'Europe. En Allemagne, j'ai beaucoup plus d'EHPAD dans les petites villes moyennes parce que c'est comme ça. Il y a moins de grosses villes en Allemagne qu'en France. En France, c'est très urbanisé. Et effectivement, t'as un problème de capacité qui aujourd'hui va aller en croissant puisque la transition démographique étant en route, la part des plus de 75 ans va augmenter mécaniquement d'ici 2035. Ouais. Parce que c'est ce qu'on appelle les baby boomers qui sont nés en 45. Donc tu fais 1945 plus 85. Ouais, je suis pas très fort. Je te la laisse, mais ça fait 2030, non? Ben voilà. Et là, 85, 87 ans, c'est l'âge moyen à partir duquel tu constates des pertes d'autonomie qui font que tu dois rentrer en maison de retraite médicalisée. Okay. Donc en fait, le sujet il est devant nous et pas derrière nous, et il est très domicile, ouais. Et un peu moins EHPAD. Et alors, tu vois, tu me parlais de talent juste avant, donc on a parlé aussi de recrutement. Je pense qu'il y a un truc qui est quand même la bienveillance qui doit être un critère de recrutement ou pas chez vous d'ailleurs, mais comment tu t'assures que les personnes que tu recrutes le soient? Ça, c'est hyper important. Alors déjà, on a 3 grosses valeurs dans l'entreprise qu'on a redéfinies après le Covid, qui sont confiance, initiative et responsabilité. Ces 3 valeurs, on vérifie lors de l'entretien. On parlait d'entretien tout à l'heure d'embauche. C'est la première chose qu'on va vérifier. Est-ce que les gens sont bien animés par des valeurs personnelles, mais aussi collectives? De toute façon, je vais dire un truc. C'est pas compliqué. L'entreprise exfiltre. Je dis bien exfiltre les gens qui sont plus en phase ou plus en compatibilité avec les valeurs. C'est un beau mot, exfiltre. Mais parce que ça se fait tout seul en fait. Bon, évidemment, t'as des cas où tu dois accompagner les gens vers la sortie, ça c'est aussi le boulot du DRH. Mais je pense à des cas précis de gens qui sont rentrés chez nous, y compris des dirigeants. Parce que moi, dans mon rôle d'avant, je m'occupais plus des dirigeants que de l'aide-soignante de Marseille. Néanmoins, j'ai vu des cas où les gens sont venus dans l'entreprise, mais ne sont pas rentrés dans le champ de valeur, et le système les éjecte, en fait. D'accord. Naturellement. Parce qu'ils se sentent plus eux-mêmes sont pas en phase avec les valeurs. Donc, pour répondre à ta question, oui, il faut vérifier ça à l'embauche, et ensuite, il faut être très vigilant dans la vie quotidienne du soignant, parce qu'ils sont confrontés à des situations très difficiles, des maladies qui sont compliquées à gérer, pour lesquelles il faut former en permanence. Je pense des maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson, qui se combinent parfois. Et donc, si t'es pas formé face à des personnes âgées qui souffrent de cette maladie-là, tu peux avoir des réactions pas adaptées. Donc là, soit c'est des réactions qui sont sanctionnables et on sanctionne dans tous les cas, soit c'est des réactions où il y a besoin de formation supplémentaire et on forme en permanence nos équipes. Et alors, dans les programmes de formation ou de programmes, est-ce qu'il y en a qui sont mis en place pour soutenir le bien-être mental, émotionnel? Parce que t'es hyper exposé sur ces métiers-là. Très exposé. Ouais. Vous avez quoi qui met en place? Bon, alors déjà l'exposition, elle est permanente, elle est tous les jours, parce que le soignant ou les agents de service, ils sont de 7h du matin au coucher de la personne âgée, ils sont tout le temps en exposition directe, avec des degrés de bien-être qui sont variables. Voilà. Donc nous, chez nous, il y a une notion qui s'appelle le positive care. C'est pas seulement un slogan, c'est un vrai programme, c'est une vraie philosophie d'entreprise qui consiste à aller chercher chez le résident ou le patient ce qui lui reste, si je puis dire. C'est pas péjoratif, bien au contraire, de vie, d'humanité, voilà. Et donc par rapport à la bienveillance que tu citais, il faut vraiment que les gens rentrent dans cette philosophie-là, pour comprendre qui il a en face de lui, qui elle a en face de lui. Et donc dès qu'on a des risques dits psychosociaux ou un excès d'angoisse, ça se gère en général au niveau de l'équipe de soignants. Et là, quand je dis équipe, c'est très concret. C'est un étage, une équipe de soignants, une infirmière coordinatrice qui doit repérer aussi les moments de fragilité ou de faiblesse de nos propres équipes. Et les repérer et ensuite tout de suite intervenir. Une bienveillance. Ah, bienveillance. Bienveillance. Buzz. Buzz. Je le fais bien. C'est quoi, on avait chassé ce mot de nos valeurs. C'est vrai? Oui. Avant, c'était une valeur du groupe. C'était bienveillance. BRIT. Bienveillance, responsabilité, initiative, transparence. Brit. Comme Brit Mila. Cadeau. On coupera au montage celle-là. Je vais pas me faire accuser de quoi que ce soit. Un problème. On la coupera au montage. La Brit, c'est parfait. Brit, c'est parfait, Le jeu de tu préfères. Tu préfères être un bon manager, mais un mauvais DRH, ou être un mauvais manager, mais un bon DRH? Je préfère être un bon manager. C'est vrai? Ouais. Ok. Tu préfères travailler, alors là c'est toi en l'occurrence, mais quand t'étais DRH, avec un CEO charismatique mais ingérable, ou avec un CEO rationnel mais sans vision? Un CEO charismatique mais ingérable. C'est vrai? Oui. Ça se soigne, c'est ça le fait d'être ingérable? Non, mais je pense qu'un CEO il est d'abord là pour fixer une vision et entraîner avec lui ou avec elle les équipes vers cette vision. C'est fondamental parce que c'est vraiment son job, quoi. Toi, tu te mets dans une des deux cases? Moi, j'aime beaucoup le management. Ouais. Voilà. C'est une réponse bien politique. Bravo. Tu préfères recruter un candidat brillant mais toxique ou un candidat moyen mais très loyal?
J'ai toujours exfiltré les toxiques dans ma carrière de DRH. C'est toi qui les exfiltres? Oui, parce que j'ai un repère à toxiques. J'ai une machine à repérer les toxiques. Ah ouais? Oui. C'est du pif ou c'est ouais, alors ça fait partie des qualités normalement du DRH, entre autres. Enfin, c'est pas à toi le professionnel que tu es que je vais l'apprendre, mais je pense que l'intuition soi-disant l'intuition du DRH compte, ouais. Okay. Dans le recrutement, mais pas seulement, après aussi. Ouais, bien sûr. Tu préfères vivre dans un monde sans émotion ou dans un monde sans logique? Sans logique. Sans logique. Oui. Ouais, en fait, cette question, tout le monde répond la même chose, mais elle est marrante. Tu préfères un travail que tu adores mais mal payé ou un job que tu détestes mais très bien rémunéré? Non, je préfère la première solution. Un job que j'adore, sachant que si on aime un job, en général, on est bien payé, puis en général, il y a une adéquation entre ce qu'on aime faire et ce pourquoi on est payé. Après, tu vois, j'ai posé que cette question à des gens qui gagnent bien leur vie, donc je pense que la réponse est un peu toujours la même. Non, mais c'est vrai. C'est bien, c'est bien qu'ils se sentent bien payés, donc très bien. Peut-être posons la question à des gens qui gagnent moins bien leur vie, tu vois, et on aura une réponse différente. Mais c'est vrai que quand tu gagnes très bien ta vie et que tu arrives à un certain niveau de ta carrière, de ta vie, t'acceptes plus facilement des hypocrite. On dit souvent, on gagne jamais le salaire quand on quitte une entreprise. On quitte jamais une entreprise pour son salaire. Ouais. Et ça, c'est assez vrai. Donc, moi, je viens d'un patron RH qui me disait, c'est comme un tabouret à 3 pieds, il y a 3 pieds. Si t'enlèves un des 3 pieds, tu peux tomber, mais si t'en enlèves un, tu tombes pas forcément. Et il disait, les 3 pieds, c'est le management. Première raison du départ. Deuxième raison, la culture d'entreprise. C'est-à-dire que je suis en opposition de valeur. Je m'en vais. Ouais. Et en troisième lieu, seulement la rémunération. Donc tu dis qu'on peut pas quitter uniquement pour la rémunération si le management et la culture sont... Ça, vraiment, alors, du haut de mon grand âge, j'en suis persuadé. Tu préfères un budget illimité pour le recrutement ou un budget illimité pour la formation? Pour la formation. Ouais. Désolé, Jérémy. J'ai l'habitude. D'habitude, je suis le parent pauvre. Non, mais le recrutement, on est le parent pauvre de cette fonction. Le recrutement, faut mettre les moyens, les bons moyens, y compris en amont, c'est-à-dire la marque employeur, avoir le bon discours qui est cohérent avec les valeurs, ça c'est sûr. Là, faut mettre des moyens parce que c'est des sujets qui sont professionnels. Faut mettre des moyens sur le recrutement, bien sûr, avec des bons cabinets, hein. Ouais. Pour autant qu'ils prennent pas trop des pourcentages élevés de. C'est cher, tout ça, c'est un truc hyper relatif. Tout à fait. Là, tout le monde voit le cher à sa porte. Non, mais bien sûr, je plaisante un peu. J'ai le droit quand même, hein. Bon, tiens, tac. Tu veux me poser une question? T'as un truc que tu veux me dire? Tu veux me poser une question? Tu veux me mettre mal à l'aise? Et puis le troisième, donc il faut mettre des moyens sur la formation. Pourquoi? Parce que, en tout cas chez nous, moi ce que j'observe, c'est que c'est vrai dans tous les secteurs, y compris ceux où j'étais avant, mais les maladies sont évolutives. La société change autour de nous. Les attentes sont pas les mêmes vis-à-vis de la santé. Aujourd'hui, quelqu'un qui a ses parents qui ont 95 ans, il en a lui-même 60. Ouais. 65. Ouais, il a pas les mêmes attentes que la génération d'avant, donc il va être beaucoup plus exigeant vis-à-vis des soignants en termes, par exemple, de transparence ou d'information. Il y a encore des cas, pour être concret, où le corps médical ou soignant n'informe pas assez vite la famille. Et ben, ça crée du stress. Et le stress entraîne de l'angoisse, de la méfiance, et t'as toute la chaîne qui se met en place. Voilà. Donc, typiquement, là-dessus, formation, ça veut dire observer l'évolution des maladies, travailler sur les gérosciences, qu'on appelle, les gérosciences. Donc, les sciences, gériatrie, voilà. Et on a vraiment des beaux programmes qui sont en cours avec mon collègue, le professeur Antoine Piot, qui est le directeur médical du groupe. Et ça se traduit par de la formation concrète des équipes le plus souvent possible. Donc oui, il faut mettre des moyens sur la formation. Tu préfères un monde où toutes tes décisions sont irrévocables ou un monde où tu dois sans cesse revenir sur tes choix? Le deuxième, parce que le premier n'existe pas. Ah ben c'est imaginaire. Oui. Ok, ça marche. Merci d'avoir participé à ce petit jeu. Avec plaisir. Alors, des bandits, comme tu le dis, ont détourné l'argent public et donné une mauvaise image du secteur. Tu peux le développer? C'est difficile de parler d'un concurrent en étant soi-même objectif et sans s'exposer vis-à-vis de ce concurrent, pour lequel d'ailleurs on a un grand respect, parce que in fine notre concurrent en question, qui a fait l'objet d'un livre célèbre il y a 3 ans, il tente de se redresser et quand on va, enfin je veux dire, ça reste un groupe de soignants qui délivrent du soin tous les jours comme nous, donc ils sont pas tellement différents de Clariane sur le métier. En revanche, c'est vrai qu'il y a eu des dérives qui ont été pointées par un livre connu qui a fait l'objet de poursuites judiciaires. Certaines sont encore en cours, donc j'ai rien à dire là-dessus. Ce que je dis juste, c'est que on vit pour une grande partie d'argent public qui vient de tes impôts et des miens, et donc notre devoir, c'est de respecter, la dotation d'argent public. Ouais, ok. Donc il y a quelques années, il y a eu tout un passage où les EHPAD globalement ont été montrés du doigt. Après,
Il y a plein de trucs qui sont sortis. Comment vous avez traversé ça? C'est difficile, mais plus pour les équipes de terrain que pour les dirigeants ou pour le siège. Je pense qu'il y a effectivement des émissions, on les connaît, qu'on décortiquait nos métiers. Donc je crois que tout le monde connaît les EHPAD maintenant. Ouais. Ça, c'est le côté positif du sujet. Oui, ça a démocratisé. Ça c'est sûr. Maintenant, comme toujours, c'est des émissions à charge ou pas. Donc ça montre une réalité. Donc la seule réponse, c'est de la transparence dans ce qu'on fait. Expliquer ce qu'on fait, expliquer les maladies, expliquer quel est le travail des soignants. Voilà. Et plus on apporte de l'objectivité, c'est pas compliqué. Plus les gens sont proches de nous, c'est-à-dire plus les gens ont mis leurs parents chez nous ou leur famille, plus la confiance est élevée. Et ça, on le mesure, c'est mesurable, c'est mathématique. On fait des enquêtes de satisfaction tout le temps, hein, donc y compris des enquêtes obligatoires par la haute autorité de santé dans les cliniques. Hein. Donc plus on est proche de nous, plus on a confiance, plus on s'éloigne de nous, moins on a confiance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le métier est pas connu, ça veut dire que les gens n'ont pas envie de se projeter dans ce monde-là, parce que personne n'a envie de se projeter, ni toi ni moi, dans la fin de vie. C'est ma plus grande peur, donc. Tout le monde, et c'est normal, c'est humain. Ouais. Voilà. Et en plus, ça touche à des questions beaucoup plus profondes, qu'elles soient religieuses, sociétales, sociales. Ouais. Personne n'a envie de traiter ça. Pour autant, on va rentrer dans une société dite du vieillissement où la part des plus de 60 ans sera bientôt supérieure à celle des moins de 20 ans. C'est juste mécanique. Et ça, c'est pas bien ou mal, c'est juste un fait. Ouais. Bon, donc il faut qu'on se prépare à ça et il faut que tout le monde s'y prépare, y compris les politiques qui financent la santé publique, parce que la situation va pas s'arranger dans les 10 ans qui viennent. Ouais. Voilà. Donc en fait, on charrie un peu d'angoisse. Une fois que t'en es conscient, ça va mieux. Et une fois que tu sais ça, plus tu l'expliques posément, de manière pédagogique, en ouvrant de manière transparente ce qu'on fait, mieux ça va. Alors ça, c'est une question qui vient de me traverser l'esprit, parce que tu as dit le mot religion. Je me demande à quel point tu arrives à voir le degré d'implication d'un patient, d'une famille dans la religion, et à quel point ça change son rapport philosophiquement, son rapport à la maladie, son rapport aux soignants. Est-ce que ça c'est des choses qui sont au cœur d'ailleurs de vos réflexions? Bien sûr, c'est très intime. Hein. Ouais. C'est sûr, plus on se rapproche de la fin de vie, plus on se pose des questions de plus en plus existentielles, si je puis dire. Et bien sûr, les familles, les résidents qui sont chez nous se les posent. Hein. Alors, nous, on est respectueux de toute forme de religion. Hein. On est des établissements ouverts, et donc on accompagne à chaque fois. Et tu le sens, tu vois, un patient qui est très pieux, qui va aborder les choses différemment. Est-ce que ça change quelque chose pour vous, pour les soignants? Enfin, est-ce que il y a cette approche de comprendre son patient jusqu'à ce point-là, ou est-ce qu'on n'a pas le droit parce que... Bien sûr qu'on a le droit, évidemment. D'abord, nos soignants, sont souvent elles-mêmes religieux ou religieuses. Hein. Ça dépend des origines familiales, sociales. Bon. Et puis, bien sûr, elles sont confrontées à la fin de vie. Et ça, c'est presque de l'intimité dans la relation. Il y a une chose que on voit pas souvent, c'est que de l'extérieur, dans une clinique ou un EHPAD, c'est que la relation qui s'établit entre un soignant et son résident et patient, c'est de l'ordre de l'intimité. Il y a plein de choses qui se disent pas, que tu verras jamais. Ouais. Voire que la famille ne voit pas, mais qui touche à l'essentiel, quoi. Donc c'est aussi par ce dialogue quotidien, permanent, que ça passe. Et bien sûr, la religion est là, elle s'invite. Ouais. Qu'est-ce que t'aimerais qu'on garde de ton passage chez Clariane? Écoute, le sentiment que j'ai été utile à la boîte et que je poussais un cran plus haut les feux des ressources humaines au sens large, quoi. Qu'on a fait des bonnes choses en termes de RH. T'as un chantier aujourd'hui que tu gardes en tête? Je pense que la santé et sécurité au travail, c'était un beau progrès de l'entreprise, un beau progrès collectif. Pour la raison que j'ai indiquée au début de notre discussion, c'est que le soignant ne se soigne pas forcément, donc faut l'amener à penser à lui ou à elle. Donc ça, c'était un beau chantier. On a bien progressé sur les accidents du travail. Et puis le deuxième chantier, je dirais, parce que c'est mon dada, c'est le talent, la détection, l'identification, le développement des talents. Ouais. Et une de mes petites fiertés, c'est que finalement le corps dirigeant de l'entreprise, dont je m'occupais quand j'étais DRH du groupe, parce que quand t'es DRH du groupe, tu t'occupes des dirigeants, tu t'occupes pas de... Voilà. C'est que finalement le corps social de l'entreprise, le corps dirigeant, est resté très stable depuis que Sophie Boissard est arrivée, et ça c'est une fierté. Ok. Est-ce que t'as un truc que t'as envie d'ajouter, un élément dont on n'a pas parlé, une question que t'as envie de poser pour conclure notre échange? Écoute, j'ai envie que ce secteur retrouve une certaine sérénité qu'il avait perdue pendant le Covid, et que l'image globale du secteur change. D'abord, ça fera du bien aux soignants et aux équipes, parce qu'elles en ont besoin d'être reconnues comme tout le monde. Et je pense ce changement va s'imposer du fait de la démographie des pays dans lesquels on opère en Europe, et si on peut contribuer collectivement à mieux attirer des vocations dans nos métiers, je pense que ça fera du bien à tout le monde, parce qu'on manque vraiment beaucoup de soignantes et de soignants partout. Merci Rémi. De rien, merci à toi Jérémy. Avec plaisir.